Je n'ai pas réussi à créer l'espace pour moi en tant que personne. Je répondais aux besoins de mon bébé, c'est-à-dire que mon sommeil ne m'appartenait plus parce que je devais me réveiller la nuit. Mon corps ne m'appartenait plus parce que je nourrissais mon bébé. Ça a été hyper oppressant à un moment. Donc moi je m'appelle Marie, j'ai 32 ans aujourd'hui et je suis maman de 2 enfants. Du coup Charles qui est né en 2016 et Sacha qui est né en novembre 2022. Il faut savoir que je suis tombée enceinte moins d'1 an après le décès de ma maman. Donc ma maman elle est décédée en juillet 2015 et je suis tombée enceinte de Charles en mars 2016. Bon, j'avais pas une relation exemplaire avec ma mère, on avait plutôt une relation conflictuelle, mais en fait de tomber enceinte après le décès de ma mère, ça a été déjà un deuil à faire sur le fait que elle ne me verrait jamais enceinte, que notre relation n'aurait pas spécialement évolué en devenant maman, etc. En gros, j'ai décidé d'arrêter la pilule. En gros, ma mère est décédée d'un cancer et on ne sait pas trop d'où c'est parti. Elle a été découverte, elle était en stade 4 déjà. Du coup, elle m'avait fait faire la promesse avant de partir que je m'écouterais, que j'écouterais mon corps et que je ne minimiserais pas ce que je ressens et qu'il fallait que j'ose toujours un peu aller, entre guillemets, à insister auprès du corps médical, etc. pour qu'il ne m'arrive pas la même chose qu'à elle. Donc elle m'avait dit, quoi que tu ressentes, etc., fais-toi confiance, écoute ton corps et te laisse pas faire, quoi. En gros, c'est ça. Et du coup, j'ai senti vraiment l'appel, après son décès, d'arrêter de prendre la pilule, parce que j'étais déjà sous hormones depuis, l'air de rien, déjà 10 ans. Parce que mon premier copain à l'époque, j'avais 16 ans, donc j'avais pris la pilule dans ces eaux-là. Et je sentais bien que je supportais pas bien la pilule, on me suspectait déjà de l'endométriose, etc. Tout ça pour dire qu'on s'était laissé le temps, que en gros quand ça viendrait, ça viendrait. On n'était pas en recherche de concevoir, mais on s'est dit j'arrête et puis on n'y pense pas et on voit quand ça arrive. Et ça arrivé 9 mois après. Donc je suis tombée enceinte et j'étais pas dans ma région natale, j'étais arrivée dans la région bordelaise, moi je suis de Sète dans l'Hérault à la base. Je suis arrivée en région bordelaise quelques mois avant le décès de ma maman. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, j'ai été confrontée au fait que j'avais pas ma famille avec moi, que j'étais face à la tristesse et en même temps l'idéalisation de ce qui aurait pu se passer si ma maman avait été là. J'avais pas vraiment mes amis, j'avais une partie de ma belle famille qui était là, mais j'ai déjà eu un premier vrai sentiment de solitude. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début de ma grossesse, en fait, le corps médical m'a un peu stressée par rapport aux résultats des prises de sang, là, c'est les HCG, je crois. Et en fait, dès les premières prises de sang, apparemment mon taux montait pas assez vite. Et je me rappellerai toujours de ce médecin qui le vendredi soir me dit « Oula non, ça va pas du tout, vous faites sûrement une fausse couche, vous me refaites une prise de sang mardi et puis on se revoit mercredi », un truc comme ça. Et là je me rappelle que ça a été la première angoisse parce que je me suis dit « Attends, mais je vais passer 4 jours comme ça sans savoir si je fais une fausse couche en attendant de voir si mon taux remonte ». Et j'avais trouvé ça aberrant. Et ça a été la première angoisse. Après, j'ai trouvé une gynéco qui, à l'époque, me paraissait super, qui m'a dit qu'il fallait que je fasse super attention. Donc en fait, tout le premier trimestre, je l'ai vécu dans une espèce de bulle où j'osais rien faire. Je faisais pas de route, j'ai loupé les 50 ans de mon père à l'époque. Alors qu'en fait, j'allais très bien, j'étais en parfaite santé, j'avais 24 ans. Enfin, tout allait bien, j'avais jamais fait de fausse couche, j'étais déjà tombée enceinte précédemment sans difficulté, etc. Enfin voilà. Donc la grossesse a été un peu menée sous ce prisme-là pour le premier trimestre. Donc après, mes beaux-parents sont partis vivre au Kenya, donc j'avais juste la marraine de mon mari qui était là. Je me rappelle plus trop maintenant des détails, mais c'est vrai que j'étais vachement dans la projection. J'ai commencé à découvrir tout un monde que je ne connaissais pas sur l'éducation, j'ai commencé à acheter des bouquins. Je suis allée voir une psy directe, je me rappelle, je lui ai dit non mais alors vu que j'avais une relation particulière avec ma mère, je m'étais mis vachement de pression pour ne pas reproduire, je m'étais mis une pression de dingue pour avoir un accouchement, physio, etc. Je me rappelle que j'ai beaucoup pleuré sur la fin parce qu'en fait du coup j'ai été déclenchée à 41 semaines plus 5 jours. Donc à la fin, ils avaient décidé d'avancer mon terme en fait, d'une semaine sur la fin et du coup on voulait me déclencher et je l'ai hyper mal vécu, j'ai pleuré toute la dernière semaine, j'avais une sensation d'échec, je comprenais pas pourquoi mon bébé venait pas au monde de lui-même.
Ah bah là c'est tout un sujet. Donc du coup on m'a donné rendez-vous pour le déclenchement à la maternité. Donc il fallait que je sois à 7h, 7h30 à la maternité. Après avoir encore bien pleuré toute la soirée, etc. la veille, quand je me lève, j'ai l'immense surprise de perdre les os. Donc j'ai une vague d'espoir qui arrive, j'ai beaucoup d'excitation, j'ai enfin l'impression qu'il se passe quelque chose dans le flow en fait, tout simplement. Donc on arrive à la maternité tout excité, tout plein d'espoir en se disant voilà ils vont pas me déclencher tout de suite. Et après je me rappelle, je suis arrivée à 7h30 et à 10h, donc on m'a laissé 3 heures de temps pour avoir des contractions qui commençaient à arriver doucement. On m'a forcé, entre guillemets, à l'époque je l'ai senti comme ça, mais je n'avais pas conscience que j'étais en capacité de refuser en fait, à mettre le tampon pour un déclenchement. Et donc en 2 heures de temps, je suis passée de 0 contraction ou très très légère à des contractions hyper intenses toutes les 2 minutes. Et il m'aura fallu plus de 6h30 pour dilater jusqu'à 3. Et qu'on me pose la péri, en sachant qu'à la base j'avais souhait d'un accouchement physio. Ça a été une très grande déception pour moi de voir que je n'arrivais pas à accueillir et gérer les contractions. Mon mari à l'époque était, j'ai envie de dire, pas informé ou dans sa bulle et il n'a pas su comment m'aider. L'équipe sage-femme était débordée, donc il n'y en a pas une qui a pu prendre le temps avec moi de m'aider à gérer les contractions, me faire un massage ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment subi pendant 6 heures dans une pièce surchauffée, je ne pouvais même pas en sortir parce que je faisais qu'aller prendre des douches chaudes. Je m'en rappellerai toujours, j'avais mon ventre énorme et je rentrais à peine dans cette douche. On m'a piqué 2 fois, j'ai détesté la pose de la péri. Et derrière évidemment c'est une libération en termes de douleur. Par contre on s'est rendu compte après que le travail stagnait à 8 et qu'en fait le bébé se présentait en OS, donc il était en gros défléchi, il restait la tête à gauche, donc il s'engageait pas dans le petit bassin. Donc malgré une dilatation du col qui se faisait bien, à la fin ça a bloqué. J'étais sous péri depuis des heures et sous Synto et compagnie, donc on n'a pas réussi à bouger bébé et ça a fini en césarienne d'urgence, où en plus le papa n'a pas pu m'accompagner. En fait je suis partie au bloc, j'étais en comme une crise de tétanie en fait, je tremblais énormément, j'avais les mâchoires serrées, j'étais incalmable. Et puis ben voilà, se passe le moment où on m'ouvre. Il faut savoir que c'est une sensation qui me faisait vachement peur de me faire ouvrir le ventre. Je sais qu'on ouvre plusieurs couches et tout, donc c'était vraiment pas quelque chose qui me laissait de marbre en gros, parce que je sais qu'il y a des mamans que ça ne dérange pas du tout, mais moi c'était compliqué. Donc voilà, on m'ouvre etc, on prend mon bébé, on me le montre, j'ai la possibilité de l'avoir avec moi quelques secondes et puis il me semble qu'ils ont fait une tétée d'accueil quand même et ça c'est fantastique parce que c'est pas toutes les matères qui le font, je l'ai découvert après pour le deuxième. Et du coup on me prend mon bébé, puis on m'amène en salle de... on me recoue, je me rappelle que l'anesthésiste m'a susurré à l'oreille détendez-vous, j'ai mis la dose et tout, à savoir que je déteste ne pas être en possession de mes moyens, hein. Donc j'ai hyper mal vécu, ma tête ne tenait pas, je me rappelle, j'essayais de regarder mon bébé quand on me l'a mis en tétée après même en salle de réveil et ma tête tenait pas, du coup j'ai demandé à ce qu'il sorte. J'arrive enfin en chambre, donc quelques heures plus tard, et je découvre mon mari et mon bébé, et là c'est fantastique, et à partir de là, moi tout s'est quand même bien passé. Du coup, j'avais lu beaucoup de choses sur l'éducation positive, sur les neurosciences en gros, et je me suis mis énormément de pression. Et en fait, je pense que l'accouchement que j'ai eu a contribué à me rendre un peu ouais, hyper vigilante et vraiment maman très 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 louve, très très poule. Donc en fait, je savais que le portage c'était bien, du coup il fallait que je porte tout le temps mon bébé, il pouvait pas pleurer 10 secondes sans que je culpabilise. Donc on a fait un vrai maternage proximal, hein, donc le cododo, le portage, etc. Et j'avais vachement de difficultés à ce qu'on touche mon bébé. Même le papa, hein, avec du recul, je lui laissais pas vraiment sa place. Et j'étais ultra protectrice, ultra voilà, mais en fait je n'étais pas bien, hein. Je précise, c'était une compensation en fait, je pense. Et du coup voilà, c'était un bébé qui était très peu porté par d'autres personnes de la famille, et en fait j'avais l'impression qu'il lui fallait que moi et que moi il me fallait que lui, c'était un peu voilà. Du coup c'était un bébé qui a certainement eu un RGO à l'époque interne,
mais pas vraiment diagnostiqué parce qu'il pleurait énormément, il y avait beaucoup de réveils et maintenant en fait j'ai le recul par rapport au deuxième bébé. Donc je me rends compte que c'était quand même un postpartum pas facile. Après j'ai été seule dans mon ressenti parce que mes beaux-parents n'étaient pas là, ma famille était à 600 km, ma mère n'était plus de ce monde, mes amis étaient très loin, donc en fait j'ai eu un grand sentiment de solitude. Mon conjoint est cadre, donc lui bizarrement quand j'ai eu bébé, tout d'un coup les horaires ont été rallongés, il est arrivé de plus en plus tard, etc. J'avais donc la maison, les animaux, le petit à gérer et je passais comme ça mes journées toute seule à la maison avec bébé. Je pense que j'ai traversé un épisode un petit peu de déprime. J'ai pas envie de mettre les mots dépression postpartum parce que ça n'a pas été diagnostiqué et que je pense vraiment que ça peut être bien plus sévère que ce que j'ai vécu, mais c'était vraiment une espèce de sensation tout le temps de juste devoir répondre aux besoins un peu des autres, mais je m'étais complètement oubliée. J'ai repris tout le poids que j'avais perdu, donc j'étais revenue à mon poids de fin de grossesse quoi. Je mangeais des chocobons à longueur de temps. Et voilà, et j'étais à fond sur mon bébé. Par contre à l'époque ce qui m'a vachement aidée, ça a été Instagram. C'était les tout débuts un petit peu où on commençait à parler vachement postpartum, maternité sur Instagram. Et c'était le début des influenceuses Tiganette, Lalotte et tout. C'était le tout début de leur compte où il n'y avait même pas 1000 abonnés encore. Il y avait ça et la maison des maternelles. Je me rappelle, je regardais la maison des maternelles en tirant mon lait. Et puis après, je passais du temps sur Instagram à discuter, à regarder des trucs sur la maternité, sur l'allaitement et compagnie. Et voilà, mais de façon générale, je me suis sentie seule sur l'allaitement, je me suis sentie seule sur le sommeil de bébé, j'avais un sentiment de solitude et une énorme pression. J'arrêtais pas de me dire, faut pas que je fasse du mal à mon bébé. Donc dans le sens où comme il faut pas que je lui fasse du mal, il faut pas qu'il pleure, il faut pas qu'il soit seul, il faut pas que je dise le mauvais mot pour son développement cognitif, faut que je le regarde et tout. C'était énormément de pression pour une seule personne, je trouve, avec du recul. Et en plus, juste pour le dire, j'étais la toute première des deux côtés des familles. Enfin, en gros, Charles était le premier bébé pour tout le monde. Et c'est vrai que ce maternage ultra proximal et exclusif, du coup, il n'a jamais été vraiment critiqué, mais je comprends que ça a été difficile aussi pour la famille qui avait envie de profiter de ce bébé, de comprendre comment je fonctionnais, quoi. Et je me rappelle que plus, même dans ma famille, on me demandait, on m'a dit, je me rappelle une fois, mais t'as pas peur qu'il vienne coller à sa maman et tout, et en fait ça me mettait vachement sur la défensive. Alors que je pense que j'aurais pu être un peu plus détendue sur ce sujet et plus dans le partage que dans la réactivité et la défense un peu. Voilà. Alors moi je me sentais pas du tout à l'aise dans mon nouveau corps parce que déjà j'avais une nouvelle cicatrice à accueillir qui était pour moi en fait quelque chose de traumatique. Donc j'ai énormément boudé mon corps. D'ailleurs toutes ces années, les 6 années qui ont séparé Charles de Sacha, ça a été très difficile pour moi d'accepter cette cicatrice que je n'osais pas toucher, pas regarder, qui me gênait. J'étais même fâchée avec la sensation qu'on a voilà, quand je passais dessus, les adhérences qu'il y avait derrière, etc. La relation de couple, j'ai découvert que en fait un postpartum et la première année d'un bébé est hyper intense pour un couple. Moi je vis dans le monde des bisounours, je m'imaginais que mon conjoint allait être tout feu tout flamme, j'ai mis au monde son enfant, j'ai créé la vie, l'amour de sa vie, etc. Son bébé. Et en fait, pas du tout, parce qu'on est fatigué, on doit se réadapter à une vie complètement différente. En plus c'est quelqu'un qui a une vie sociale plutôt bien développée, on va dire. Moi qui suis beaucoup plus casanière, puis en plus qui n'était pas bien, j'étais pas du tout là-dedans. Et ça a été hyper compliqué de comprendre qu'on devait tout simplement jongler avec une nouvelle dynamique de couple. La vie intime a mis beaucoup de temps à se remettre en place. Bon, il y en a toujours eu de ce côté-là. On n'a pas été impacté par vraiment un creux immense, mais c'était complètement différent. Et voilà, on a dû se faire aider à un moment donné, mais le petit était plus grand quand même. Et en fait, j'ai vraiment déchanté comparé à ce que je projetais sur le postpartum. Je m'imaginais qu'il pourrait prendre soin de moi.
En fait, pas du tout. Lui, il était dans son travail. Il rentrait, il avait une femme qui était un peu dépitée et qui était hyper focus sur bébé. En gros, j'étais là, limite tu t'en occupes pas, mais quand il s'en occupait, en fait, ça ne m'allait jamais. Donc en fait, ça crée beaucoup de tension. Et puis je crois que c'est important de se dire que c'est pas parce que c'est difficile après l'arrivée d'un bébé que le couple ne fonctionne pas en fait. C'est juste qu'il doit apprendre à fonctionner différemment. Un espèce de gros couvercle où tant qu'on est enceinte, on est concentré sur le bébé à naître, la femme enceinte et tout ça. Et en fait après, quand on accouche, on est un petit peu laissé à l'abandon sur le fonctionnement du couple, sur notre propre corps, notre propre libido, mais aussi comment est-ce qu'on se regarde, comment on peut continuer à aimer un corps qui est vide du bébé et qui est un peu, pour certaines, hein, pas toutes, sur ça on n'est pas à toutes égales, mais voilà, un peu mou, avec des vergetures, etc. Quand souvent en plus est plutôt médiatisée l'image d'une femme au corps parfait, même en postpartum. À l'époque c'était un peu la course des voilà mon ventre a agi plus 3, voilà mon ventre a agi plus 3 mois. Et moi je disais mais pardon, rien ne va chez moi en fait. Non, non, parce que j'étais tellement à fond en plus que je n'ai pas réussi à créer l'espace pour moi en tant que personne. Je répondais aux besoins de mon bébé, c'est-à-dire que mon sommeil ne m'appartenait plus parce que je devais me réveiller la nuit, mon corps ne m'appartenait plus parce que je nourrissais mon bébé. Ça a été hyper oppressant à un moment. D'ailleurs, je me rappellerai toujours d'une fois où j'avais le petit en porte-bébé et j'ai craqué de nerfs et j'ai tapé comme ça sur la table et j'avais le bébé en porte-bébé, donc en fait ça a fait un petit rebond comme ça. Et après je me suis effondrée en me disant mais est-ce que j'ai secoué mon bébé en fait, mais est-ce que c'est normal d'en arriver à péter un câble? Et une deuxième fois je me rappelle, j'ai mis un coup de poing dans le mur comme ça. Et je me suis dit mais en fait est-ce que je suis la seule maman à qui ça arrive ce genre de truc, ou est-ce que je suis complètement folle quoi? Est-ce que j'ai un problème? Et du coup je me rappelle que je m'étais demandé si j'étais pas devenue toxique. Alors qu'en fait c'était juste que je manquais de sommeil et de relais et que j'étais profondément seule. Et j'aimerais des fois avec du recul aller mettre de la tendresse sur cette maman-là à ce moment-là. Et toutes les mamans qui se demandent si c'est normal à un moment donné de foutre un coup de pied, je sais pas moi, dans son pneu ou de mettre un coup de poing dans sa porte, en fait ça arrive à tout le monde, de manquer de sommeil rend fou. C'est bien connu. Et donc non, le fait d'être femme, du coup pas du tout, parce que j'étais mère et c'est tout. Donc non, je ne prenais pas de plaisir à m'habiller, à me préparer. En plus je reprenais du poids. J'avais entendu qu'on séchait quand on allaitait, pas du tout, pas pour moi en tout cas. Bon, en même temps, voilà, je compensais avec autant de temps seul, d'émotions, etc. Les chutes hormonales, moi j'avais le grignotage facile, donc voilà. Et du coup, non, aucune connexion à mon corps en tant que femme, mais même, j'ai envie de dire, en tant qu'être à part entière, tout simplement. J'étais complètement coupée. Et en fait, je crois qu'il y a des personnes qui ont essayé de me faire comprendre que je pouvais prendre cette place-là, mais en fait, j'étais sur la défensive, j'étais dans le refus total. Le plus important pour moi, c'était répondre aux besoins de mon bébé. Moi, il m'aura fallu plus de 5 ans avant d'envisager d'avoir un autre enfant. Et pendant 5 ans, j'ai cru dur comme fer que je ne voulais qu'un seul enfant. Parce que j'avais été tellement, je vais dire traumatisée, mais bon, j'espère qu'on sera doux avec moi au niveau des mots que j'emploie. Mais pour moi, en fait, je n'arrivais pas à me rappeler de la maternité comme quelque chose de positif. Alors ça me fait vachement mal au cœur parce que mon enfant est merveilleux et que je l'aime et que j'ai passé des moments magiques avec lui, mais en fait il y avait un filtre qui s'était installé dans ma tête et ce n'était que les contraintes. Donc le fait de ne pas dormir, de ne pas pouvoir boire, fumer, faire ma vie comme je veux, aller en soirée, devoir tirer mon lait, faire attention à ce que je mange pour que le bébé, s'il est APLV ou quoi, enfin en gros allergique aux protéines de lait de vache ou qu'il n'aime pas un aliment, que moi je m'en prive. Je voyais que si je retombe enceinte, j'allais encore regrossir, réavoir des vergetures. Je pensais aussi à l'accouchement, j'avais hyper peur de réavoir une césarienne. Ou qu'un accouchement se passe mal. En fait, je ne voyais que les côtés négatifs et je me disais non mais là, si je m'y remets, le couple va reprendre cher. Enfin, en gros, j'étais focus, ça va mal se passer quoi en gros. Et j'avais hyper peur de comment j'allais gérer par rapport au premier qui avait l'habitude d'être un enfant unique depuis 5 ans, ce qui n'est quand même pas rien.
Donc ce deuxième bébé s'est glissé dans mon bidou. C'était pas prévu du tout. Cette fois-là, en tout cas, je me sentais prête. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai beaucoup rigolé en me disant que c'était vraiment un farceur ou une farceuse parce qu'on savait pas. À l'époque, je fais un travail avec la sage-femme parce qu'en fait, à 30 semaines de grossesse, je suis allée faire un contrôle à l'amateur parce que j'avais l'impression que j'avais perdu du liquide. Bon, voilà, ce n'était pas ça. Et en fait, quand ils m'ont auscultée, ils se sont rendus compte que je contractais toutes les 2-3 minutes et que les contractions s'intensifiaient. Et pour eux, j'avais un col qui s'était raccourci, qui était mi-long. Et du coup, en fait, j'ai passé la nuit en observation à l'hôpital. Ils m'ont donné tout un traitement. Et j'ai eu une menace d'accouchement prématuré, en gros, sur quelques semaines. On nous révèle le sexe. C'est une fille magnifique. Elle s'appelle Razélie, tout ça, tout ça. Et donc, jusqu'à l'accouchement, en gros, jusqu'à ce que bébé sorte de mon ventre, on pensait avoir une fille. Donc c'est drôle parce qu'on a fait tout ce travail sur Zélie et sur une fille, mais en fait c'est un petit gars qui est arrivé, donc bref. C'est l'anecdote. J'ai eu la chance de vivre pour Sacha un accouchement spontané, donc j'ai été réveillée par les contractions. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'était mon rêve de vivre vraiment ça. Il faut savoir que pour Sacha, du coup, on s'est fait accompagner par une doula qui est ostéopathe aussi, à peu près à partir des 6 mois de grossesse. Parce que j'étais hyper fâchée avec l'accouchement que j'avais eu pour Charles, donc j'étais un peu en mode rebelle contre le corps médical, etc. Mais en même temps j'avais gavé peur d'accoucher à la maison, donc c'était hors de question, vu que j'avais un utérus cicatriciel, je m'en sentais pas le cran. Je voulais pas prendre ce risque-là. Donc du coup on s'est fait accompagner, j'ai fait plein de séances ostéo, enfin j'ai fait tout ce que je n'avais pas fait pour Charles. J'ai fait limite de l'acupuncture toutes les semaines avant, on a fait maturer le col, j'ai pris de l'homéopathie, j'ai vu l'ostéo, j'ai eu la doula, je faisais le suivi classique à côté bien sûr. J'ai eu une gynéco géniale qui était ok pour qu'on tente une voix basse, ok pour une salle nature, tout génial, qui m'a pas mis de pression pour une deuxième césarienne. Et c'était évidemment mon angoisse. Donc je me mets en travail spontané à 40 semaines plus 2 jours, donc fantastique. Je suis réveillée par les contractions, tout se passe assez vite. En 6 heures de temps, j'étais déjà à 9 de dilatation, donc en fait ça allait hyper vite. Je suis allée à la mater entre temps, mais j'ai eu la chance d'un début de travail en pleine nuit à la maison, j'ai pu prendre un bain. Mon mari il était au taquet puisqu'il avait été hyper du coup informé et accompagné grâce à la doula, donc on avait préparé une playlist, j'ai pu me mettre sur le ballon, il m'a fait couler mon bain, il m'a mis mes bougies, mes petites lumières, c'est lui qui a géré, qui a appelé sa famille pour qu'ils viennent à la maison garder le grand qui dormait et tout. Il m'a conduit jusqu'à la mater, enfin génial, rien à voir avec la première fois. Donc j'arrive à la maternité, j'étais dilatée à 2,5 à peu près. Pareil, l'équipe est hyper cool avec moi parce que j'étais déjà en train de demander la péri alors que je voulais un accouchement physio, donc elle m'a fait couler un bain, je suis allée en salle nature et en fait en 1 heure de temps j'ai dilaté jusqu'à 6. Ça a été hyper intense et du coup je demandais la péri. Je me rappelle que la sage-femme m'a dit vous inquiétez pas parce qu'en fait j'avais peur qu'il se reproduise la même chose que pour le premier et que je puisse pas prendre les bonnes positions en fait. Donc elle me dit vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous mettez la péri maintenant que ça va changer quelque chose à l'engagement du bébé, le travail se passe super bien, ça descend. Finalement le temps qu'on me pose la péri etc, j'étais déjà dilatée à 7 et style une demi-heure après j'étais à 9,5, la poche des os a pété toute seule. Je pleurais en salle d'accouchement de joie de me voir pousser. Sauf que bizarrement à 9,5 ça commence à stagner et on voit que bébé présente comme pour Charles, tête à gauche et ultra défléchi. Le gynéco à fond avec moi pour que j'arrive à avoir mon projet. Du coup on me fait pousser, donc j'ai poussé comme dans les films avec le pousser, mais sauf qu'en fait rien ne se passait parce que bébé s'engageait pas. On a essayé, il a pris l'échographe et tout pour essayer de faire bouger sa tête et en fait je l'avais beau pousser comme une malade, il bougeait que d'1/8 et à la contraction d'après ça se remettait. Donc au bout de 2 heures à pousser, à tout essayer, il a fallu à un moment donné regarder les choses en face et partir au bloc. Donc là monsieur peut venir avec moi au bloc, donc c'est déjà une première victoire pour nous. Il voulait voir le placenta, bon idéalement il voulait couper le cordon mais là du coup c'était sur une césar c'est quand même moins simple. Par contre j'ai demandé un clampage le plus tardif possible, donc j'entendais bien qu'ils n'allaient pas attendre 3 minutes mais voilà. Et pour le coup là ça a été une césarienne plus respectée dans ce que j'ai ressenti par rapport à la première où j'étais seule etc. Là j'avais mon mari à côté de moi qui pouvait me toucher, m'embrasser, il était à côté de moi.
L'anesthésiste a été très patient et très gentil aussi, toute l'équipe médicale. Donc ils ont du mal à sortir bébé, bébé sort, j'entends qu'ils attendent, j'entends c'est bon je coupe, donc ils coupent le cordon. Et du coup on nous pose le bébé, on pleure et tout ça, et on entend et on se dit bah qu'est-ce que c'est tout. On vous montre, alors moi je me dis waouh en fait il va pouvoir couper le cordon, il est hyper long le cordon en fait, parce qu'on est complètement shooté hein, sous césarienne, faut pas rêver. Et en fait on nous soulève bébé et on voit qu'il y a une perte de bourse quoi, et donc on comprend qu'en fait c'est pas du tout Zélie et que du coup c'est Sacha. Et ça paraît bête parce qu'il y a certaines personnes qui l'auraient peut-être mal vécu. Mais en fait moi je trouve ça génial parce que mon souhait de pas savoir le sexe jusqu'au bout du coup aura été finalement réalisé. Et en plus autour de cette césarienne, donc il y a retour au bloc, on ouvre le ventre, etc. Donc très difficile pour moi. Ça a été en fait un souvenir merveilleux. Et on a vécu cette surprise en plus ensemble avec mon mari, donc c'était vraiment très beau. Bon, pas de chance pour moi, il y a eu une complication pendant la césarienne et j'ai eu une déchirure au niveau de la vessie. Donc en fait tout mon post-accouchement c'est beaucoup moins bien passé que pour Charles, le premier. Donc pendant 6 jours j'ai été sondée. Donc vraiment toutes les personnes qui ont déjà été sondées un jour ou qui sont sondées sur du long terme, vous avez tout mon respect parce que je l'ai très très mal vécu. J'ai eu un drain. En plus c'est une petite mater, donc en fait j'entendais les mamans accoucher. Donc j'entendais les pousser, 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 pousser. Ouah, félicitations! Et donc je pleurais toutes les larmes de mon corps pendant une semaine. Hein. J'ai énormément pleuré parce que c'était hyper douloureux pour moi d'accepter que ça avait fini en césarienne. En plus de césarienne, en général ça veut dire que la prochaine grossesse, c'est mort pour mon projet d'accouchement. Physio, ou du moins voix basse. Et voilà, donc très difficile pour moi tout ça. Bah voilà, encore difficile, je peux pas vraiment me lever, je peux pas vraiment porter mon bébé. Même si je me mobilise c'est très difficile. Je marchais avec un sac d'Astri avec mon drain et ma sonde urinaire, enfin ma poche d'urine, enfin c'était vraiment... ça a été hyper difficile pour moi. J'avais très mal aux fesses parce qu'en fait le travail est allé jusqu'au bout, j'ai poussé, donc au niveau du sacrum et tout ça avait bougé, donc j'étais allongée, donc ça appuyait, j'avais mal. En fait j'avais tous les inconvénients, sauf une épisio heureusement, mais bon voilà, j'avais la César, j'avais tout ça. J'étais hyper en colère après moi. Derrière c'est hyper dur de ne pas pouvoir porter son bébé comme on veut, pour le faire téter, de ne pas pouvoir se caler correctement. La nuit c'était une angoisse, je laissais dormir monsieur. Il m'aidait hein, mais voilà. Je le laissais dormir un max pour qu'il tienne la journée après parce qu'en fait du coup c'est lui qui porte le plus bébé, qui lui fait ses premiers changes, son premier bain, les premiers soins, etc. Donc c'est magnifique pour le lien qu'ils créent eux, mais en tant que maman je me voyais là, franchement mon ventre ouvert, mon drain, ma sonde, j'entendais les mamans accoucher, je vivais ça comme une profonde injustice. Donc ça a été difficile. Heureusement j'étais encore accompagnée par notre doula qui m'a aidé aussi à mettre des mots, à tisser un discours autour de cet accouchement. Et en fait de là ça en est suivi un travail, donc là Sacha a 4 mois, mais je suis encore sur ce chemin de guérison pour moi et d'acceptation de ce qui s'est passé en fait tout simplement, et d'accepter que j'ai fait de mon mieux. Et il y a des personnes qui ont voulu être bienveillantes avec moi et m'aider à ce sujet là, mais qui en fait ont plutôt ravivé la blessure. Il faut savoir que moi-même j'ai fait une formation de doula, je suis partie un peu dans le côté aussi quantique, spirituel de la naissance, et on entend beaucoup un peu libérer son pouvoir, sa puissance féminine en accouchant, que ça soit à la maison ou à l'hôpital, etc. Et je trouve ça magnifique, seulement sur des mamans comme moi qui n'ont pas pu y accéder, ben en fait c'est hyper douloureux, on a l'impression qu'on a loupé quelque chose, et en fait d'être fâché contre le corps médical ne m'aide pas à guérir. Ça m'aide pas du tout à guérir, et ça m'aide pas de me dire que si j'avais peut-être accouché à la maison ça se serait passé différemment, etc. Parce que de toute façon pour moi ce n'était pas possible, c'était un accouchement sans assistance parce que les sages-femmes n'auraient pas le droit de m'accompagner sur un accouchement à domicile, sur un utérus cicatriciel, donc je ne pouvais pas avoir cette option là. Et en fait il y a un peu ce discours de oui, j'entends que la multitude d'interventions peut vraiment mener à plus de césariennes, d'épisio, etc. Mais en fait, j'ai pas réussi à trouver d'espace derrière qui m'aide à comprendre ma deuxième césarienne, qui m'aide à l'accepter, qui vienne me dire qu'en fait j'ai fait de mon mieux, que c'était le mieux pour mon bébé ce qui s'est passé, et que je puisse quand même déposer ce que je ressentais, mais tout en me sentant derrière femme, maman, forte qui a accouché, etc. On m'a beaucoup dit oui mais t'as accouché, tu as accouché.
j'ai accouché mais pas comme moi je l'avais projeté, donc c'était une souffrance. Et alors maintenant ça y est, j'arrive à dire j'ai accouché par voix haute et pas j'ai eu une césarienne comme j'ai subi une opération pour avoir mon bébé. Mais là c'est vraiment tout un chemin de reconstruction. Et en fait quand on vient d'accoucher, on a besoin de se dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Je trouve que soit on va trouver des discours hyper médicalisés, soit aujourd'hui il y a aussi tout ce courant où c'est beaucoup plus axé spiritualité et empuissancement autour de la naissance. Et moi j'avais besoin d'un mélange des deux en fait. Et j'avais besoin de voir comment moi je pouvais retrouver ma puissance en ayant une césarienne que je ne désirais pas. Parce que encore une fois, il n'y a aucune injonction dans ce que je veux dire, c'est-à-dire que si on a désiré une césarienne ou qu'on a bien vécu sa césarienne, ben en fait c'est ok, c'est génial. Mais pour moi, le ressenti que j'avais entre la sensation d'échec et la sensation d'avoir loupé quelque chose et le fait de devoir accepter ce qui s'était passé, j'ai pas trouvé d'espace, de lieu ou de discours qui ressemblait à ce que je ressentais. J'ai cherché tous les podcasts autour de la césarienne, etc. J'ai pas réussi à être apaisée en fait. Alors déjà, le fait qu'on ait été accompagné durant la grossesse, en plus de la sage-femme et du parcours classique, ça nous a permis d'ouvrir de véritables espaces de discussion qui ont fait que on a pu mieux s'ouvrir l'un à l'autre, améliorer notre communication et du coup oser plus dire, que ce soit lui comme moi, un petit peu nos besoins, mieux s'observer, mieux comprendre voilà, quand est-ce qu'on est saturé, comment fonctionne notre système nerveux, etc. Donc en fait, on arrivait avec vachement plus de connaissances l'un sur l'autre et sur soi-même chacun sur ce postpartum. Qui n'a pas été simple, c'est pareil, on s'est grave pris la tête, ça a été compliqué. Mais on l'a vécu en sachant que c'était normal, en sachant que ça voulait pas dire que le couple ne fonctionnait pas. Et du coup, ça se résolvait beaucoup plus vite. C'est aussi violent pour le papa de passer de ce rôle-là, dans le contexte dans lequel on était avec la césa et les complications et tout, à finalement je vois plus mon bébé de la journée, et puis quand je rentre le soir il veut sa maman parce qu'il veut le sein, parce qu'il veut son odeur, parce que voilà. Donc c'est pas simple. Ce que je veux dire c'est que moi le fait que j'ai mieux compris aussi qu'il y avait certains besoins tout simplement pour lesquels mon bébé avait juste besoin d'être accompagné, que je peux pas résoudre, hein, par exemple des pleurs de décharge, etc. Là oui, aujourd'hui j'ai conscience que je dois moi d'abord aller bien pour pouvoir m'occuper correctement de mon bébé, de ma petite famille et voilà. Aujourd'hui je suis capable de prendre un bain en entendant mon bébé pleurer. Attention quand il est dans les bras de son papa, même si je sais que c'est pas confortable pour le papa, même si je sais que ça serait peut-être plus rapide avec moi, si c'est le moment où j'ai besoin de souffler parce que justement j'ai pas envie de finir par mettre un coup de poing dans le mur ou j'en sais rien, que je sens que là moi je suis saturée, que j'ai besoin de ces 10 minutes là, aujourd'hui je vais savoir le faire, là où j'aurais pas pu le faire pour le premier. Et j'ai aussi plus de compréhension, d'intérêt à encourager le papa à prendre sa place. C'était un peu pour le premier, il n'y arrivait pas, il me disait voilà il a faim, hein, ça c'était le truc à chaque fois, il commence à téter, il a faim, alors que non, il a mangé il y a 20 minutes, donc là je savais qu'il avait pas faim, je le prenais quand même et je me disais ouais, voilà, solution de facilité et tout. Là j'ai plutôt tendance à dire non mais tu vas y arriver, ça va le faire, t'inquiète pas, t'es en capacité. Quand il va l'endormir et tout, à chaque fois c'est aussi bravo papa, parce que ça l'aide aussi à prendre sa place et du coup de lui-même maintenant il va oser venir s'il entend le bébé pleurer, me dire voilà tu veux du relais, est-ce que je m'en occupe. On ose se dire aussi des fois bon tu gères lequel, le grand, le petit, parce que des fois voilà, on a besoin de tourner parce que le grand ça peut être énergivore aussi, puis on se sent plus d'accompagner le petit à dormir, puis des fois c'est l'inverse, enfin voilà. Donc de ce côté-là, c'est mieux vécu et pour moi ça vient vraiment de l'accompagnement qu'on a eu pendant et tout le travail sur le couple qu'on fait et aussi en postpartum, voilà, au sujet de la communication et du fait de comprendre que voilà, on peut pas tout solutionner quoi, voilà. Des fois il pleure, c'est comme ça en fait. Et juste on le prend dans les bras, on se relaie, on essaye de le distraire. Et ça vient plus me prendre aux tripes comme avant. C'est pas que j'aime moins mon bébé que le premier, c'est juste que j'ai mieux compris que en fait ils ont le droit aussi de pleurer, ils ont le droit de râler parce qu'ils ont mal au ventre, ils ont le droit de décharger et juste de savoir qu'ils sont en sécurité et pas tout seuls, c'est tout à fait suffisant en fait. Voilà.
Ben, du coup là, aujourd'hui de moi-même, je propose à ce que Sacha soit pris dans les bras par quelqu'un d'autre et en fait j'en profite, je prends plaisir à le voir s'endormir dans les bras d'une autre personne. J'ai moins peur en fait de demander de l'aide, même si ça reste quelque chose de très difficile pour moi. Je prends du plaisir là où je n'en prenais pas avant, c'est-à-dire que par exemple la dernière fois ma belle-mère elle a pu balader Sacha en poussette pour l'endormir et j'étais hyper sereine et tout et elle a pu m'exprimer que pour le premier elle avait jamais pu le faire en fait, qu'elle a jamais pu prendre son petit-fils en poussette et aller le promener. Je pouvais pas laisser faire ça et puis en fait il était tout le temps en écharpe donc de toute façon voilà. C'est pas pour juger les mamans qui font l'un ou qui font l'autre ou me juger moi, mais c'est découvrir aussi des opportunités pour Sacha de se lier avec d'autres personnes, d'autres figures d'attachement. C'est aussi prendre plaisir à être soulagée. Parce que finalement, je me suis sentie très seule dans le premier postpartum, mais je ne laissais peut-être pas de place aussi finalement à certaines personnes qui pouvaient m'aider. Parce que j'étais en souffrance quand je n'étais pas avec mon bébé tout simplement et que je venais me raconter que en fait je ne savais pas répondre à ses besoins et j'étais pas vraiment connectée à mon humanité parce qu'à un moment donné j'avais besoin moi aussi de couper tout simplement. Et là aujourd'hui en fait j'ose vachement plus, 10 minutes, 1 heure par là et en fait du coup c'est vachement plus fluide. Alors ce que je retiens de la maternité, c'est que elle m'a permis d'évoluer en tant que personne et qu'elle m'a fait explorer des parts de moi que je ne connaissais pas. Aujourd'hui ça me donne beaucoup de force et beaucoup d'acceptation finalement de qui je suis et de mon humanité tout simplement, donc avec mon courage et ma vulnérabilité, comme toute femme. Si j'ai un mot à donner pour les futures mamans, ou des conseils, ça serait d'oser s'inscrire sur des groupes de mamans, Facebook, Instagram, etc. D'oser s'intéresser à tout ce qui se passe autour d'elles, les clubs poussettes, toutes ces choses que je ne connaissais pas à l'époque, pour avoir des espaces où décharger. Il y a même des groupes où on peut poster en anonyme, et ça fait vachement de bien. Donc attention toujours au retour, mais parce que tout le monde n'est pas bienveillant, mais ça, je trouve que c'est important de créer de la cohésion comme ça. Moi, j'encourage tout le monde tout le temps à faire un travail sur soi, dans le sens à se faire accompagner, en fait, tout simplement, que ça soit par des thérapeutes, hypnose, peu importe tout ce qui vous appelle, pour avoir des espaces où vous pouvez échanger et déposer, parce qu'en fait, c'est surtout pouvoir vider son sac qui est important et se sentir comprise là-dedans. Et d'accepter que ça soit pas parfait, d'accepter que ça soit pas comme on a projeté, parce qu'en fait j'ai un peu cette croyance que les enfants viennent nous chercher là où on s'y attend pas forcément, ou là où on n'a pas envie qu'on vienne nous remuer, donc l'essentiel c'est un jour à la fois et le soleil finit toujours par se lever. Et ne pas minimiser ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ses symptômes, et oser aller chercher de l'aide, oser râler, oser dire qu'on est fatigué, etc. Ça fait pas de vous une moins bonne maman ou une maman moins exemplaire pour les autres. Et je reste persuadée que si on tombe tout ensemble nos masques, on va se rendre compte à quel point on se ressemble et on peut s'entraider. Voilà, oser montrer ses parts de vulnérabilité, ce que l'on peut considérer comme des faiblesses, pour qu'on puisse toutes mieux se comprendre et se soutenir en fait, tout simplement.